Time Sport. The Special One. Romain Lachance qui est avec nous. On le rappelle, qui est Monsieur Lachance, porte-parole de Paris JO 2024 et aussi directeur de l'engagement. Romain Lachance, c'est un monsieur qui a été au cœur des décisions qui ont transformé cet événement, si on peut le dire, en événement historique. Et aussi de ce magnifique livre, cet ouvrage qui sort dans toutes les librairies et les points de vente habituels, de la France qui râle à la France qui gagne, aux éditions Fayard, avec tout de même un préface d'un certain Teddy Riner. Bonsoir Romain, comment ça va ? Bonsoir, très très bien, merci à vous. Alors justement, de la France qui râle à la France qui gagne, c'est JO Paris 2024. Bon ou pas bon Romain ? Il faudrait être vraiment difficile pour dire que c'était pas un succès. Non, très très bon, on est très content avec Tony Estanguet, avec le président. Je crois qu'il y a eu un sondage juste après où 75% des Français estimaient que c'était une vraie fête populaire, et c'est ce qu'on voulait, donc très très beau. Et bon, parce que aussi c'était un succès collectif. Voilà, c'est pas le succès uniquement des 4200 salariés du comité d'organisation, mais c'était un succès collectif parce que on pense qu'il y a eu un désir collectif à un moment donné que de faire briller la France aux yeux du monde entier. Voilà. On a une réaction bonjour, avec Alison et Juan Bonjour José. Romain, c'est Juan José au micro. Ouais. Alors, de la France qui râle à la France qui gagne, vous racontez les coulisses en quelque sorte, une partie des coulisses des Jeux Olympiques, livre qui sortira mercredi prochain, le 22 en librairie. Mais surtout, ce qu'il faudrait peut-être expliquer, c'est que les Jeux Olympiques de Paris 2024, ce n'est pas que Paris 2024. Vous avez passé 9 ans à travailler pour ces Jeux Olympiques puisque vous avez intégré la première équipe des candidatures. C'était en 2015. Ça a été un parcours du combattant jusqu'à 2007. Et puis, effectivement, il y a eu la préparation des Jeux. Donc, un long parcours qui a été le vôtre et celle de l'équipe qui vous a accompagné tout au long de ces 9 ans. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que ça a commencé il y a 9 ans et c'est aussi un peu pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce que j'avais peur de cette nostalgie d'après les Jeux. Je me suis demandé ce que j'allais faire après. Je voulais laisser peut-être aussi une petite trace écrite à mes enfants, quelque part, parce que je pouvais pas tout leur raconter non plus. Et moi, mon rôle, c'était de mobiliser les Français, de faire en sorte qu'il y ait une ferveur nationale. Et comme vous l'avez dit, pas uniquement à Paris. Et comment on fait, comment on a fait en sorte que Paris 2024 se transforme en France 2024. Donc, c'était mon rôle. Donc, on a créé plein de dispositifs différents pour ça. Et notamment un label qui s'appelait Terre de Jeux 2024. On a eu plus de 5000 villes labellisées qui ont organisé 50 000 événements pendant 5 ans partout en France. Imaginez-vous juste, à Londres en 2012, pour les Jeux Olympiques de Londres, ils avaient créé un label aussi. 18 mois avant, ils avaient organisé 1800 événements. Nous, on en a eu 50 000. Donc, vous voyez un peu ce qu'on a réussi aussi à faire collectivement. On poursuit avec Alison. Romain Lachance. Justement, Romain, je voulais savoir comment on crée ces émois. C'est-à-dire que au-delà des terres de jeu, comment on crée l'émoi ? On crée l'émoi en annonçant qu'il y aura des stars internationales à l'ouverture des JO. On crée l'émoi via des ambassadeurs, par exemple comme Teddy Riner, qui a fait un travail remarquable et de fond. On voit ce qu'a fait Teddy Riner, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'il a fait en coulisses ? Ouais, cet engagement, justement, le directeur de l'engagement, si vous pouvez le rappeler aussi. Oui. Ouais, non, mais Teddy, il a été juste exemplaire. Donc, il n'a pas uniquement écrit la préface du livre. J'ai la postface aussi de Tony Estanguet, d'ailleurs. Mais non, il a été incroyable, mais comme plein d'autres athlètes. Donc, je l'ai pris parce que c'est un ami et que je le connais bien. Et il nous a aidés dès la première heure, en fait. En 2015, il nous a tout de suite aidés. Moi, ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre déjà, c'est que, au jour où la France est plutôt morose aujourd'hui, c'est que, regardez, il y a juste 6 mois, c'était il n'y a pas très longtemps, on a tous organisé le plus gros événement planétaire et c'était un vrai succès. Voilà. Et pour ça, il y a eu effectivement du travail. Donc, vous me demandez, est-ce qu'il y a eu un peu de magie ou pas ? Alors moi, je dis tout le temps, mais arrêtez avec la magie. J'en peux plus de la magie des jeux. Je pense qu'évidemment, il y a un produit qui est assez chouette et avec des ingrédients qui sont assez incroyables au jeu, mais tout dépend de ce qu'on en a fait. Et nous, avec Tony Estanguet, on a travaillé pendant 9 ans en fait, sur ces ingrédients-là. Alors voilà, il y a une vision qui a été posée au début. Notre vision, c'était comment on se sert de cet événement pour mettre plus de sport dans la vie des Français. Donc à chaque fois, on avait ça en tête. Le deuxième ingrédient, quelque part, c'était avoir une ambition assez forte.
sur tous les ingrédients, sur les cérémonies d'ouverture qui étaient pour la première fois hors stade, sur les épreuves qui étaient dans les villes, vous avez vu les images qui étaient complètement dingues. Cette épreuve du grand public, la première fois que les gens pouvaient faire une épreuve grand public au jeu. Donc c'était le marathon pour tous. Les zones de célébration aussi qu'on a voulu ouvertes à tous et beaucoup étaient gratuites. Et puis après on a été, je pense, audacieux quelque part. On a réussi à oser, à maintenir le cap. Quand tout le monde disait à Tony Estanguet que c'était impossible d'organiser la cérémonie d'ouverture sur la scène parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, c'était trop complexe. C'était compliqué de maintenir le cap pour lui, quoi. Ça aurait été beaucoup plus simple de dire ouais, ok, on a un plan B. Mais à partir du moment où vous annoncez le plan B, il n'y a plus de plan A, quoi. C'est le plan B. Donc il a réussi à maintenir le cap et je pense que toutes les équipes, quelque part, chacun dans leur domaine, ont réussi à faire ça. Et puis après, ce que vous avez dit, en fait, on a, je pense, réussi à partager avec le maximum de Français ces jeux. Et puis avec une vraie stratégie de petits pas pendant 9 ans qui ne se voyait pas forcément. Mais je ne sais pas si vous avez cette image, moi c'est l'image qui me vient en vous parlant, l'image d'Omar Sy justement, qui était en train d'encourager son copain Teddy Riner en train de combattre la finale, en train de disputer la finale, et Omar Sy il était au cœur du grand public dans un carré de supporters avec le grand public, il n'était pas en loge ou quoi que ce soit, on l'avait mis là au cœur du carré, mais ça c'était un travail, pendant 2 ans on a travaillé cette ferveur dans les stades, ces carrés de supporters où on a mis parfois quelques personnalités. Donc voilà, il y a eu un vrai boulot assez fin et c'est vrai qu'on a été quand même pas mal aidé par les résultats des athlètes et les émotions qu'ils nous ont procurées quand même. On poursuit avec Solal. Allez, avec Romain Lachance, notre invité ce soir sur Beurre FM. Oui, Romain, tu me permets de te tutoyer ? Bien sûr. Ouais, en parlant d'expérience et de résultats, justement, j'ai une question à ce propos-là. Moi, c'est vrai déjà en prémisse que la dernière fois que j'avais la télé qui était allumée toute la journée chez moi, ça remonte à l'époque de mon grand-père qui regardait le Tour de France, donc c'était vraiment tellement beau pour moi de revivre cette expérience-là que d'avoir. Je croyais que t'allais me dire France 98. Ouais, c'était pas mal. J'avais moins 5 ans, mais j'aurais aimé le vivre aussi. Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment marqué pendant ces JO, c'est qu'il y avait la télé qui était allumée en permanence et ça, n'importe où j'allais. Donc déjà, en termes de souvenirs forts, c'est quelque chose qui m'a marqué. Le deuxième souvenir fort, ça m'est personnel et après j'aimerais connaître les tiens. Mais c'est lorsque Snoop Dogg arrive, on a un monsieur du public qui met sur son enceinte à fond un des morceaux de Snoop Dogg et quand j'ai vu cette image-là qui arrive, mais vraiment au tout début de la compétition, je me suis dit bon, si tout le monde est dans le partage et qu'ils ont réussi à montrer ce truc-là qui appartient à Paris, à la France, qui est la mixité, la variété, je me suis dit que ça allait être magique tout le reste de la compétition. Moi, j'ai une question par rapport à toi. J'aime bien le morceau de Johnny Souvenir, donc j'aimerais que tu me fasses part des tiens. Est-ce que tu as une victoire forte, parce que forcément le titre de ton livre, on rappelle qu'il sort le 22, s'appelle La France qui râle à la France qui gagne. Est-ce que dans cette France qui a gagné, il y a un souvenir fort, que ce soit, j'évoque Léon Marchand, tu évoques Teddy Riner, mais est-ce que tu as une victoire ou un moment qui restera gravé à jamais dans ta mémoire sans trop réfléchir comme ça? C'est toujours très compliqué cette question parce que j'en ai tellement. En fait, il y en a une, c'est assez simple. Vous savez, les Jeux, ils vont commencer 2 jours avant la cérémonie d'ouverture. Donc avec le rugby à 7 au Stade de France et le premier match d'ouverture des Bleus des Français au football masculin, au Vélodrome à Marseille où on a joué les États-Unis. Et moi, je voulais absolument que sur ce premier match-là, 2 jours avant la cérémonie, je voulais qu'il y ait une ambiance de dingue, qu'on se dise waouh, les Jeux ils nous ont mis une claque là. Et donc on avait travaillé ces carrés de supporters et on avait décidé de donner un drapeau, des drapeaux bleu, blanc, rouge, à chaque personne dans le stade. En fait, il y a eu une image, mais incroyable, si vous regardez les images de ce match le 24 juillet là, 2024, une image où on s'est dit, on a vraiment pris tous une claque et on s'est dit, voilà, ok, ça part. Et en fait, ça nous a plus jamais quitté. Donc à chaque fois que vous rentriez dans un stade, il y avait une ambiance qu'on n'avait jamais vue avant. Et à chaque fois, ça mettait des frissons, quoi. C'était fou. Et tu parlais tout à l'heure de la télé ouverte. Il faut savoir quand même, parce que les gens ne savent pas ça, mais ces chiffres-là, mais il y a 85% de la population mondiale qui ont regardé les Jeux cet été. Wow. Et donc qui ont vu nos sites emblématiques, qui ont vu Paris rayonner, la France rayonner. 85% de la population mondiale. En France, 59 millions de Français ont regardé les Jeux olympiques, les Jeux olympiques, et 50 millions de Français ont regardé les Jeux para. Donc il y a eu quand même un impact qui est juste dingue. Alors la parenthèse, ça s'est refermé un peu trop vite à mon goût, mais en tout cas, cette parenthèse de cet été, elle est incroyable.
On poursuit avec Ron Trocet. Oui, je disais que dans ce livre, La France qui râle à la France qui gagne, tu racontes les coulisses. Il y a notamment, dans les premières pages, tu vas nous raconter comment tu es allé chercher Rafael Nadal, qui dînait en famille, pour le ramener sur la cérémonie d'inauguration. Tu vas dîner avec eux. Et à un moment donné, donc on est à 1h30, 2h avant la cérémonie, et il te pose la question: alors Roman, j'ai fait quoi ce soir? Attention, fiche de lecture pour tout le monde avant la fin de la semaine, hein, pour tous ceux qui n'ont pas lu encore. Ouais, c'est une anecdote. Je commence le livre par ça, et c'est vrai, avec le premier chapitre qui s'appelle Imagine. Moi, j'étais joueur de tennis. Donc, je suis né, moi, dans le 93, je suis né en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi. Moi, le sport m'a toujours aidé à faire les bons choix, m'a drivé dans toute ma carrière aussi après. Et donc, voilà, je suis pas là par hasard quelque part, et de vouloir partager ça, notamment avec... nous, on était situés dans le 93, donc c'était important pour moi de pouvoir parler des jeux aussi à ces jeunes-là et pouvoir les inspirer quelque part comme le sport m'avait inspiré. Donc, quand moi, je tombe sur Rafa, où moi, ma mission, Tony Estanguet me dit, écoute, j'avais pas mal de trucs à faire ce jour-là, notamment de recevoir avec mon équipe, d'accueillir les personnalités. Donc, on avait plein de personnalités, des personnalités qui avaient joué le jeu, qui avaient joué le jeu avec nous depuis le début de l'aventure. Donc, c'était assez chouette. Et moi, en plus de ça, ma mission, c'était au milieu de la cérémonie, c'était d'aller chercher Rafael Nadal, qui ne défilait pas avec la délégation espagnole, qui était à 400 mètres du Trocadéro, à pied, alors qu'il pleuvait des cordes, et qui venait de se blesser à la cuisse le jour même, alors qu'il allait jouer le lendemain pour les Jeux. Et donc, je me pointe là-bas, en fait, dans ce lieu, pour l'extraire, pour lui dire, allez, il faut y aller. Et en fait, j'arrive au plein milieu de leur dîner de famille, donc ils sont une douzaine. Et comme c'est à l'espagnol, c'est l'auberge espagnole, ils me demandent de m'asseoir et de dîner avec eux. Et donc, je me retrouve au milieu du dîner, à boire un coup, etc., à côté de Rafa, avec ses parents qui parlent ni anglais ni français. Moi, je parle pas espagnol, donc c'était plutôt comique. Et je pense à mes collègues qui sont en train de se faire saucer dehors, à moi qui suis en train de manger, de dîner avec Rafa Nadal. Je me dis, mais c'est complètement incroyable cette histoire. Et tout d'un coup, j'ai une espèce de vent de panique parce que l'heure avance et que je me dis, on va être en retard. Et tout ce que les gens vont retenir, il y avait quand même 1 milliard de téléspectateurs, c'est que, en fait, Zidane, il était tout seul, il n'avait personne à qui donner la torche parce que Rafa Nadal était à la bourre parce que le directeur de l'engagement a dîné avec lui, quoi. Donc j'ai eu une espèce de vent de panique. Et effectivement, là, je pense qu'il a dû sentir. Et on a commencé à discuter. Et il savait pas exactement ce qu'il allait faire. Tony Estanguet avait effectivement pris le soin de tout cacher. Donc personne savait exactement sa mission, chaque athlète. Et donc, Rafa, j'ai dû lui expliquer à ce moment-là, dire, tu sais que tu vas porter la flamme, voilà qui va te la donner, c'est Zizou qui va te la donner, devant tout le monde, ça va être un moment dingue, et tu vas être le capitaine de l'équipe internationale, le capitaine des légendes. Et dans les légendes, il y a Serena Williams, il y avait qui vous vous souvenez, il y avait... le sprinter, j'ai oublié les noms. Carl Lewis. Il y avait Carl Lewis. Merci. Il y avait Carl Lewis. Nadia Comaneci. Voilà, la Roumaine. Exactement. Comaneci, c'est ça. Exactement. Ouais. Et le moment est du coup assez... Donc on arrive à l'heure, juste à l'heure. Mais effectivement, si vous lisez le livre, l'anecdote, elle est assez marrante parce que je me retrouve au bout de 50 mètres avec... à extraire Rafa Nadal au milieu du monde et je suis escorté par 50 policiers, alors j'en avais demandé qu'un, et en fait il y a 50 CRS qui nous escortent, où je me retrouve à pousser la poussette du bébé de Rafa Nadal qui voulait venir avec nous. Enfin, l'image elle est assez drôle. Voilà. Oui. J'ai juste une autre question sur un autre moment très, pas anecdotique, mais qui est très touchant. C'est ce déplacement que tu fais avec Teddy Riner, voir l'équipe de France à Clairefontaine, où Teddy Riner va menacer l'équipe de France s'ils ne font une certaine chose. Ouais, c'est vrai que en fait, on a eu une phase de candidature. Vous vous souvenez, en 2015, on nous a pas donné les Jeux. On a candidaté pendant 2 ans. Donc, il fallait qu'on ait un soutien. On était face à Los Angeles, etc., qui ont des Jeux de 2028. Et donc, il fallait qu'on ait un soutien du grand public et des athlètes français
Et parmi les athlètes, il fallait absolument qu'on ait les footballeurs, puisque c'était important. Et les footballeurs français étaient à Clairefontaine pour un rassemblement. Ils avaient un match, je crois, 3-4 jours après. Et puis, on a contacté Didier Deschamps. Et puis, on est allé avec Teddy et Jean-Philippe Gatien, le directeur des sports à l'époque. Et puis, on avait créé un geste avec les doigts, un geste Paris 2024 qui représente la Tour Eiffel. Quand vous rassemblez les doigts, les index, ça représente la Tour Eiffel. Et c'était un peu notre geste de ralliement. Et on utilisait beaucoup ce geste sur les réseaux sociaux pour dire, en gros, moi je suis ambassadeur de Paris 2024. Et donc j'ai dit à Teddy, mais en fait, t'as qu'un truc à faire ce soir, c'est de les menacer pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils le fassent. Au prochain but qui marque pour l'équipe de France, la célébration, ça doit être ce geste, quoi. Bon, j'y vais un peu au bluff, puis on rigolait un peu. Et en fait, Teddy le fait, mais il le fait hyper bien. Puis quand vous avez un gars de 2m04 qui fait ça en face de vous, même si vous appelez Kylian Mbappé, c'est toujours impressionnant. C'était d'ailleurs la première sélection de Kylian Mbappé 3-4 jours après. Et donc, il leur explique ça. Bon, voilà, 3-4 jours se passent. Moi, j'y crois pas trop, mais je regarde la télé quand même, on sait jamais. Et là, un certain Olivier Giroud marque 1 but, 2 buts, et sur les 2 buts, il regarde la caméra sur TF1 et il fait ce geste Paris 2024 pour montrer son soutien. Et là, on se dit, waouh, en fait, le truc est dingue, quoi. Et ça part de là. Et après, tous les athlètes, même dans le monde entier, ont fait ce geste. Voilà. Oui, Alison, on poursuit. Romain, on a avant parlé, la fin, on a parlé un peu du positif, mais dans ton titre, il y a quand même la France qui râle. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, une difficulté à laquelle tu as fait face, où tu t'es dit, en tout cas, post-Jeux Olympiques, si je fais ça, si on met ça en place, ça va râler, on va pas nous suivre et l'engagement sera très difficile. Et là, tu t'es regardé et tu t'es dit, mince, j'y arriverai pas. Ouais, il y en a eu. Alors, la France qui râle, oui, parce que déjà, pour revenir juste sur ce verbe-là, c'est quand même un sport un peu national en France, quand même. Si on l'avait eu au jeu, je pense qu'on aurait été plutôt pas mal. La médaille d'or, même. Et donc, oui, en fait, ça a râlé pendant des années, mais parce que c'est normal, en fait. Quelque part, on s'est construit, c'est notre culture, c'est notre histoire. La France, les Français se construisent vachement dans l'opposition. Sans revenir trop dans l'histoire, mais la Révolution française quand même, mai 68, etc. Donc voilà, on s'est construit comme ça, mais il y a un truc quand même, c'est que dans les moments importants, on arrive à s'unir. Et donc ça, c'est important. Mais c'est vrai que pendant 7 ans, on a ramé, quoi. On a vraiment sorti les rames, et il y a des moments qui étaient plus compliqués que d'autres, mais on est resté dans notre couloir de nage, on a bossé notre copie. Il y a eu un moment qui était délicat pour tout le comité, c'était la billetterie, puisque les gens ont dit mais les billets sont chers, c'est pas normal, etc. Sauf que nous, on avait un enjeu business quand même, parce que je vous rappelle que les jeux sont de l'argent, c'est de l'argent privé, il n'y a pas d'argent public, donc le contribuable, il n'y a rien du tout, hein. Donc c'est de l'argent privé, et que nous on avait un vrai enjeu business pour bien vendre ces places. D'ailleurs, on a vendu 12 millions de places. Et que ces places-là, il y avait 50% des places parmi ces 12 millions qui étaient à moins de 50 euros. Il y en avait 1 million qui était à 24 euros. Et les prix étaient les mêmes que dans tous les Jeux Olympiques et Paralympiques d'avant. Donc on ne s'est pas enflammé, il n'y a rien eu de particulier. Sauf que ce que les gens ont vu, c'est des prix très chers, parce que c'est ce qui restait. Au bout d'un moment, les gens, les premiers... qui sont arrivés, les premiers acheteurs ont acheté les places les moins chères, certainement. Et puis après, ceux qui voulaient vraiment avoir des places, ils avaient des places plus chères et ils ont fini par râler, et c'est ce qu'on entend. Et c'est pareil quand les gens râlent sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être 5% des gens qui râlent, mais c'est ce que vous entendez, c'est pareil. Ça. Grand merci. On a vécu la même chose, et là c'était compliqué. Ouais, grand merci Romain Lachance d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM et d'avoir rappelé encore une fois ce contexte aussi que vous avez grandement vécu. 5 milliards de téléspectateurs, on le rappelle, 13 millions entre autres de touristes et 15 000 athlètes, avec pas mal de collectivités et aussi de membres, avec ce club Paris qui s'en est enorgueilli et aussi enjaillé du côté de Porte de la Villette, je crois, si ma mémoire est bonne, où on a vu pas mal de soirées, vraiment avec pas mal de monde, de familles aussi. Un grand merci. On le rappelle, Romain Lachance, le bouquin sort la semaine prochaine, à partir mercredi 22, de la France qui râle à la France qui gagne, aux éditions Fayard. Un grand merci, bye bye. Merci à vous, merci.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.